Nous ne devons pas cacher les choses. Quand c'est un projet public, on l'expose et les gens critiquent. Ça doit commencer par ici, à l'école. Hein. Nous voyons des toilettes apparaître ici et là. Cela n'a jamais été exposé. On a demandé l'avis des personnes. Ce n'est pas de la participation. Parce que quand ça échoue, vous avez des problèmes. Donc, les architectes congolais doivent se considérer comme des démiurges. Ils doivent être à l'écoute du client. Qu'est-ce que le client veut? Quels sont les desiderata du client? Comment est-ce qu'il vit? Et moi, en tant que technicien, artiste, disons, architecte, je mets en musique ce que lui, il veut. C'est de la participation. Il ne faut pas dire non, écoutez, moi, je suis architecte, mon avis prime. Non, c'est de la mauvaise architecture. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bienvenue dans la magie de l'espace en architecture. Je suis Karine Essambo, je suis architecte, je suis enseignante à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Comme il est coutume, vous me voyez tout le temps seule. Aujourd'hui, je suis accompagnée. Je suis accompagnée par une figure emblématique, un professionnel en architecture. Les professionnels savent bien de quoi je suis en train de parler. Les novices aussi, les aspirants en architecture et ceux ici des entrailles des écoles d'architecture, que ce soit au Congo ou partout ailleurs, vous allez le découvrir. Professeur Tissoaka Ngalula, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Kara Architecte et merci de nous recevoir. Merci beaucoup Karine de nous avoir invités. Alors, ce serait intéressant, avant que nous puissions commencer, de savoir qui vous êtes réellement. Je n'aime pas tellement les présentations que j'ai fait moi-même. Je voudrais qu'une autre personne me présente. Je vais les faire brièvement. Je suis l'architecte Tissoaka Ngalula, comme vous avez dit, né en 1953, donc il y a très longtemps. J'ai fait mes études d'architecture à l'Institut Ion Minco de Bucarest, en Roumanie. Et j'ai complété par une thèse à l'ULB. J'enseigne depuis plus de 42 ans. Donc j'ai une longue carrière enseignante. Et en dehors de ça, bon, je suis aussi architecte praticien et j'ai quand même construit un bon nombre de bâtiments. Et c'est intéressant cette longue carrière. Alors parlez-nous de l'histoire, votre histoire personnelle avec l'architecture. Mon histoire personnelle avec l'architecture, bon, moi, je ne connaissais pas très bien ce que c'est l'architecture. Mais c'est grâce à un ami qui était au parfum de cette histoire-là, qui a vu mes travaux, parce que j'ai fait l'école technique de Makala, cycle construction, donc cycle long. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, ouais. Ici à Kinshasa, en face de la prison. Et il a vu mes travaux, ce que je faisais comme dessin, ce que je faisais comme travaux à l'école. Il a vu que toi, tu es très bon et tu peux faire l'architecture. Je lui ai dit, c'est quoi l'architecture? Il m'a expliqué un peu. Et dès que j'ai terminé, il y a eu cette grâce, j'ai obtenu une bourse d'études pour la Roumanie. Et dès que je suis arrivé, je me suis inscrit à l'architecture. Et ça n'a pas posé beaucoup de problèmes parce qu'on avait quand même une bonne formation ici au Congo, sans complexe, une formation mathématique, une formation technique aussi. Et quand j'ai commencé, je n'ai pas tellement eu beaucoup de problèmes parce que l'architecture, elle est universelle. Vous pouvez la faire ici au Congo, vous pouvez la faire n'importe où. Quand vous avez du talent et que vous êtes bien préparé, vous allez très bien vous en sortir. Voilà. Alors avec ces 40 ans d'expérience, et vous avez votre aperçu de l'architecture. Donc, comment vous définissez l'architecture avec vos propres mots? Oui, merci Karine, parce que chaque architecte qui a une expérience voit l'architecture autrement. Exactement. Je me suis aussi forgé ma propre définition. Pour moi, l'architecture, c'est la création des cadres de vie. Donc, une organisation spatiale des cadres de vie, mais pour autant que ces cadres de vie correspondent à la manière de vivre des gens.
au mode de vie des gens. Voyez. Quand vous faites l'architecture en Europe, vous la faites pour les Européens. Vous la faites ici au Congo, vous la faites pour les Congolais. Vous la faites pour les Sud-Africains. C'est tout à fait différent. Mais il y a un dénominateur commun, c'est la traduction du mode de vie de chacun. Si vous devez concevoir aujourd'hui, vous n'allez pas concevoir comment. Disons pour votre propre maison. Vous n'allez pas concevoir comment. Moi, j'ai ma façon de voir. J'ai ma façon de vivre. Vous aussi, vous avez la vôtre. Et cette manière-là d'organiser les choses en tenant compte de votre façon de vivre, c'est pour moi la définition de l'architecture. D'accord. Et là, on entre dans le vernaculaire. L'architecte, c'est celui qui s'adapte à la région. Vous ne pouvez pas faire du copier-coller comme on le voit partout ailleurs. Et là, on entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle de l'architecture participative. Lucien Kroll disait que l'architecture participative, chez les architectes, c'est marginalisé. Donc, on ne tient pas compte de ça. Alors, quel est votre aperçu de l'architecture participative? Donc, la définition que vous apportez à cette architecture. Lucien Kroll, à qui vous faites référence là, c'était un grand professeur. Exactement. À Louvain-la-Neuve, il a enseigné l'architecture en Belgique. J'ai visité ses œuvres. C'est vraiment un grand monsieur. En fait, quand il parle de l'architecture participative marginalisée, moi, je crois qu'il a raison dans une certaine mesure. Parce que, vous voyez, l'architecture, c'est l'organisation d'un cadre de vie. Je l'ai dit. Mais il faut savoir que l'architecture est dans une ville. Et la ville, c'est quoi? La ville, c'est un territoire limité, sur lequel il y a des personnes qui vivent, donc des habitants. Et ces habitants organisent leur mode de gestion de l'espace. Alors, en dehors de ça, la ville a une gestion politique. Alors, quand on parle de la participation, il faut se situer à plusieurs niveaux. Est-ce que cette participation, c'est au niveau des décisions? C'est au niveau de l'élaboration des études? Ou bien est-ce que c'est au niveau de l'exécution? Donc, si on parle de la participation au niveau des décisions, moi, je crois que c'est un peu difficile. Mais il faut savoir et nuancer l'architecture. Il y a l'architecture publique, il y a l'architecture individuelle. L'architecture publique, c'est beaucoup plus l'État qui prend des décisions pour les immeubles publics. L'État prend des décisions et pratiquement la population ne participe pas. Mais pour ce qui est des maisons individuellement, je crois que le maître de l'ouvrage participe. Parce que c'est lui qui énonce les programmes. Et l'architecte, en tant que technicien, un érudit de l'organisation, vient voir comment est-ce qu'il peut mettre en branle ces programmes-là. Il y a déjà une certaine participation. Alors, dire que l'architecture participative, c'est quelque chose qui est né maintenant, c'est un peu faux parce que là, il faut savoir que la seule différence est que nous n'avons pas beaucoup écrit. Mais les Africains avaient déjà cette architecture participative depuis très longtemps. Ils avaient déjà cette... au village, on ne construit pas seul. On appelle toujours les gens. Ça, c'est l'architecture sans architecte. Mais c'est de l'architecture quand même. Vous voyez, les gens, ils viennent, ils vous aident un samedi, un dimanche, ils vous aident à construire votre maison. Et ce n'est pas monétarisé. Mais c'est quand même de la participation. Nous avions déjà, nous, cette architecture participative. Alors, aujourd'hui, parler de l'architecture participative, pour moi, c'est un impératif. Et je vais vous dire que si, par exemple, au niveau des décisions, les gens ne participent pas, mais à un certain moment, ils doivent participer. Au niveau des autorisations de bâtir, c'est que ce ne pratique pas ici chez nous. Est-ce que vous savez que quand vous construisez, votre voisin a un mot à dire? Vous ne pouvez pas mettre votre maison à 2 mètres disons à 1 mètre du mur mitoyen et mettre vos fenêtres chez les voisins. Ce qui fait que quand vous allez solliciter l'autorisation
le permis de construire, votre voisin a un mot à dire. Malheureusement, comme j'ai dit ici, ce n'est pas pratiqué. Vous ne pouvez pas non plus aller construire près d'une école. Vous avez un grand bâtiment qui génère des bruits et vous allez construire près d'une école. Mais lorsque les directeurs de l'école et les élèves s'opposent à une telle construction, c'est de la participation. Vous voyez? Donc là, ils sont en train de participer à un certain niveau. Ils n'ont pas participé à la décision, ils n'ont pas participé à la prise, disons, à l'élaboration des études, mais au moins, ils s'aperçoivent que un tel bâtiment qui va être construit à proximité de notre école, ça va déranger. En ce moment-là, ils participent en s'opposant à l'érection d'un tel bâtiment qui va être un élément nuisible à un bon enseignement. Concernant cette question surgit, c'est une question de savoir mais en quoi elle est différente, cette architecture, de l'approche traditionnelle. Oui, l'architecture participative, elle est très intéressante. Parce que on ne peut pas imposer un mode de vie à quelqu'un. Vous voyez? Sinon, c'est de la dictature. Mais il faut nuancer. Prenons l'architecture qui est l'architecture des masses, ou bien l'architecture qui est produite comme des machines, donc répétitive. Là, c'est l'architecture qu'on a produite pour essayer de juguler des problèmes d'une carence en logement. Alors, en ce moment-là, on construit pour des gens, on ne leur demande pas leur avis. Mais nous voyons que sur terrain, plus tard, les gens essaient de créer quand même leur mode de vie en transformant ces bâtiments, en transformant ces maisons. Nous avons les cas à Bandal, nous avons les cas à Lemba, nous avons les cas à Babylone. Partout où il y a eu cette production massive de l'architecture imposée aux gens, les gens sont venus et ils ont cherché à s'adapter. Donc, l'approche traditionnelle, bon, on vous impose un mode de vie et vous venez vous changer. Concernant d'abord la participation, il y a eu des enquêtes qui ont été faites en France avant la construction des HLM. On a demandé aux Français quel est le type d'habitation qu'ils voulaient. Tous les Français étaient unanimes et ils ont dit qu'ils voulaient des maisons unifamiliales. Bon, bien sûr, il faut quand même comprendre que si vous vous mettez à ne faire que des maisons unifamiliales, eh bien, la ville va s'étaler sur des kilomètres et des kilomètres. Mais il y a eu là un haut fonctionnaire de l'ouvrier qui a dit aux gens que non, si vous croyez que votre vie se trouve dans les maisons unifamiliales, vous vous trompez. Votre bonheur se trouve dans des HLM. Aujourd'hui, qui sont dans des HLM. Tous les Français n'en veulent pas. Ils ont mis les Noirs, les Arabes et les marginalisés. Et les conséquences, vous savez, parce que l'architecture peut aussi induire des comportements chez quelqu'un. Un tribunal a prononcé l'expulsion d'une femme de son HLM parce que son fils majeur, je le précise et c'est important, a été condamné pour trafic de stupéfiants. Un premier article de Nice Matin publié le 4 septembre lance la machine médiatique. C'est une première qui divise. La mère d'un délinquant condamné pour trafic de drogue va devoir quitter son HLM. Il va être expulsé de son HLM, mais sa mère également. Une expulsion. Alors, comme ces HLM ont été imposés aux gens avec des espaces qui ne leur conviennent pas, vous avez aujourd'hui le plus grand taux, je ne dirais pas du banditisme, mais de la délinquance juvénile en France, ça vient des HLM, ainsi de suite. Donc, cette architecture qu'on impose aux gens sans leur demander l'avis, c'est une architecture qui génère toujours des problèmes. Ici à Kinshasa, nous sommes dans la mixité. Oui. Donc, c'est l'hybride qui fait surface. Là, nous savons tous, en tant que professionnels, nous voyons comment ça marche. Et je pense que ce serait aussi une façon d'interpeller les architectes. Parce que ce sont eux les constructeurs et ce sont les conseillers. Ils doivent en amont conseiller les clients qui viennent vers eux
et essayer un peu de décanter la situation. La façade urbaine, que ce soit les tissus urbains de Kinshasa, c'est vraiment très, très, très difficile. On se demande, mais par où on doit commencer avec une révolution? Et là, parlons des 145 territoires. C'est un projet très intéressant. C'est pas un projet que les étrangers sont venus construire chez nous. Ce sont les Congolais, les architectes congolais qui font surface, qui vont dans des régions pour construire. Alors je me demande, est-ce que ces architectes ont pris quand même le temps de consulter ses habitants, faire de l'architecture participative, parce que nous sommes quand même, bon, je me définis comme étant panafricaniste. Je prends quand même les valeurs des Africains, les valeurs des Congolais, des Congolaises. Très bien. Alors c'est quand même, c'est pas bien de voir que cette culture, cette tradition qui nous incarne est en train de s'envoler. Que ça soit dans nos modes de vie, on vient, on nous impose. Alors là, c'est pas l'étranger qui vient nous imposer, mais nos frères qui viennent nous imposer cette allure de voir les choses. Comment vous voyez cette problématique? Bon, à travers le projet des 145 territoires que je soutiens à 100%, il faut toujours comprendre qu'il y a urgence quand on fait l'architecture de l'urgence pour répondre à des besoins urgents. Est-ce qu'il faut tout le temps consulter les gens? Mais même à ce niveau-là, il y a participation. C'est une architecture participative. Parce que je vous ai dit que cette participation, il faut la voir sous forme de pyramide, à 3 niveaux. Vous avez la décision, ceux qui prennent les décisions. Bon, les décisions ont été bonnes. Il faut développer nos 145 territoires. Donc à ce niveau, on n'a pas besoin de participation. Mais maintenant, c'est au niveau des études. Oui, les gens sont très loin. Comme je vous ai dit, moi je ne connaissais pas ce que c'est que l'architecture. C'est un ami qui était très avancé par rapport à moi, qui m'a piloté, je peux dire. Mais les gens à qui on adresse cette architecture, dans les 145 est-ce qu'on doit aller les consulter pour participer? Mais d'une manière, moi je crois qu'ils participent. Parce qu'au niveau de l'exécution, qui exécute, on n'a pas pris les maçons de Kinshasa, on n'a pas pris les charpentiers de Kinshasa, la main-d'œuvre, elle vient. La main-d'œuvre est prise au niveau du territoire. Donc, au niveau de l'exécution, moi, je crois que c'est quand même participatif. Regardez, là où il n'y a pas de l'eau, qui vont puiser de l'eau? Ce sont les mamans qui sont dans le village, qui vont puiser de l'eau et qui viennent avec cette eau pour qu'on fasse le malaxage de béton, et ainsi de suite. C'est une manière de participer. Au niveau de l'exécution, moi, je crois qu'il y a participation de toute la population au niveau des territoires. Non seulement que cette participation n'est pas gratuite, mais ça permet quand même d'avoir un apport financier, petit soit-il. Donc, même à ce niveau-là, moi, je crois qu'il y a participation. Participation ne dit pas toujours que, bon, voilà, vous êtes en train de faire des études et vous demandez à la personne, ici, vous voulez quoi? Voilà ce que moi je fais. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est bien ou c'est pas bien? Non. Le fait seulement de faire comme Franck Kéré l'a fait, il amène des gens du village, il malaxe avec leurs pieds la boue, les torchis, c'est une participation. C'est vrai, mais c'est une participation qui n'est pas, bon, on ne peut pas dire qu'on a réussi de ces côtés-là à 90%, parce que c'est une participation du point de vue, on vient, on vous appelle, vous devez prester, et vous n'êtes pas donneur de solutions sur chantier. Là, vous venez pour exécuter. Alors, la philosophie et le mot à dire, c'était déjà à l'interne, en aparté avec des architectes. Donc, ça ne ferait plus pas surface. Parce que moi, ce que je prends, c'est la philosophie, la tradition, comment nous on vivait. Alors, on aura quand même cette histoire, on aura envie de raconter à nos enfants ce que nous sommes réellement, d'où nous venons. C'est vrai que l'histoire est effacée à moitié au Royaume Congo. Mais quand même, il y a possibilité que nous, les professionnels, nous fassions quand même quelque chose.
c'est vraiment déplorable. Moi, j'ai eu à voir quand même 135 territoires, essayer un peu d'analyser les projets. J'ai trouvé que c'est quand même quelque chose qu'on vient imposer à la population sans que la population dise un mot. Karine, prenons les cas d'une école. Les cas d'une école. On arrive, les chefs de territoire, les chefs coutumiers, donnent le terrain. Ils construisez-nous une école ici. C'est de la participation. Il a participé à la décision. Donc, il fournit déjà le fonds sur l'école, sur lequel l'école va être construite. Mais au niveau des normes, est-ce qu'il connaît les normes? L'éclairage d'une salle de classe. Comment la salle de classe doit être éclairée? Combien d'étudiants, combien d'élèves, pardon, on doit avoir dans une salle de classe? Ça, lui ne connaît pas. Vous n'allez pas demander à un coutumier de vous donner des normes. L'architecte vient avec des normes qu'il maîtrise et dit voilà comment doivent être les salles de classe. Mais comme participation, moi je vous dis que la participation à l'exécution à ce niveau-là, ça suffit. Prenons un bâtiment public, les bureaux du quartier, bon ça c'est un peu trop petit, ou bien les bâtiments de l'administration du territoire. Il faut un programme. Qui élabore le programme? C'est deux personnes qui doivent savoir comment est-ce que ça fonctionne. L'administration fonctionne comment? Quelle est la hiérarchisation, ainsi de suite. Et le programme est fait en fonction de cette hiérarchie. Alors, vous allez maintenant demander à la population de venir participer, de dire que non, ici c'est bien ou pas. C'est la raison pour laquelle je dis que la participation ne dit pas que tout le monde doit venir maintenant commencer à concevoir et à se mêler de tout et de rien. Non, l'architecte peut demander l'avis des gens, peut-être sur comment est-ce qu'il voudrait, quel aspect il voudrait avoir, ainsi de suite. Il peut demander des conseils. Mais sinon, en ce moment-là, ça devient un méli-mélo où nous ne maîtrisons absolument rien. Tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes en train de perdre nos traditions. Non, écoutez, la tradition, on ne la perd pas. La tradition, c'est la langue. La tradition, c'est la nourriture. La tradition, c'est nos rituels, ainsi de suite. On n'a pas perdu. Mais c'est la raison pour laquelle il y a des musées. Vous parlez des enfants qui doivent savoir comment est-ce que nous vivions. Mais les musées sont faits pour ça, justement pour renseigner sur l'histoire. C'est la raison pour laquelle les musées sont là. Mais autrement, nous allons rester toujours en arrière, on ne va pas avancer parce que nous tenons à la tradition. Encore que la tradition n'a jamais été figée, la tradition change en fonction des étapes et des époques. Ou bien en pleine ville comme ça, où il y a comment je dirais, où il y a des risques d'incendie énormes, vous allez construire avec la chambre parce que c'est ça la tradition. Non, la tradition est fonction du progrès de la société. Oui. Ça, c'est très important. Mais là où je partage votre avis, c'est de ne pas aller importer servilement et venir dire que bon voilà, nous sommes modernes. Bon, je n'ai pas dit qu'on doit rester dans la tradition ancrée comme au 15e. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, il y a une mixité. Donc, on peut adopter un style européen, mais tout en le contextualisant au nôtre. Je donne l'exemple, vous pouvez venir avec une construction, par exemple, vie en Égypte, et vous venez avec au Congo. Alors, en tant qu'architecte, on doit prendre des points qui peuvent nous aider avec notre architecture. On ne va pas tout prendre de l'Égypte, comme vous venez avec le projet. C'est ça au moins. Aujourd'hui, ce que moi je déplore, c'est qu'on ne peut pas changer l'histoire. C'est vrai que nous sommes au 21e siècle, nous sommes en train d'aller de l'avant, mais on peut faire quelque chose. Une mixité, que l'on sente que oui,
des architectes ont résolu le problème en apportant l'architecture peut-être européenne, mais on sent de l'architecture africaine aussi dans l'architecture européenne. Cette mixité nous va très bien. Aujourd'hui, je ne peux pas porter de vêtements ici en raffia et tout, mais cette logique, cette philosophie d'être africaine ne peut pas se débarrasser de moi. Donc, je suis africaine, je sais ce que je prône et tout. Voilà un peu. Ce que moi, je déplore, c'est que, c'est vrai, on peut voir que le bâtiment a été construit avec des matériaux locaux. C'est vrai, on les voit partout d'ailleurs. Même en France, il y a quand même des patrimoines comme ça. Et le problème, c'est que dans nos régions, il y a toujours une histoire, un style de vie. On parle de l'emploi d'initiation chez les autres, en disant que chez eux, pour bien apprendre, il faut être auprès d'un sage, et c'est le sage qui transmet la sagesse aux petits. Ça, par exemple, l'architecte peut se dire que avec ce style de vie, ce mode de vie, je peux l'adapter en construisant quelque chose qui va de pair avec ça. C'est aussi une mixité de l'architecture acclamée. D'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais n'oubliez pas que l'architecture est aussi le reflet social de ceux qui la pratiquent, ou bien de ceux qui en bénéficient. C'est vraiment le reflet social. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, si il y a quelqu'un qui dit, écoutez, moi je voudrais vivre, j'ai vu quelque chose en Égypte, je voudrais qu'on me produise ça, d'accord. Ça peut être une enveloppe extérieure. Voilà. C'est là où les architectes devraient intervenir. Je peux produire une enveloppe extérieure qui a l'air de l'architecture musulmane, mais à l'intérieur, j'organise comme un Congolais. Exactement. Ça aussi, c'est faisable. Ouais. Donc, ça dépend de celui qui demande son architecture. Nous ne sommes pas des démiurges ou bien des dieux qui allons imposer la vie aux gens. Si vous étiez à la conférence d'hier avec les architectes Tchunza, les professeurs Tchunza et les professeurs Baye, vous auriez pu comprendre toute la difficulté que les gens ont eu à produire une architecture qui exprime vraiment l'architecture congolaise. Hein? Alors moi, cette discussion-là est de dire que voilà, cette forme-là, elle est congolaise, ça nous ramène à la case. C'est ça notre architecture. Vous allez chez les Bamileke, ils ont leur architecture, l'architecture ogive, ainsi de suite. Vous venez ici chez nous, vous allez chez les Yaka, ils ont leur hutte. Vous allez dans les Bukavu, ils ont leur architecture. Dans les Kasaï, ce sont des grandes huttes, ainsi de suite. Alors, quelle est cette architecture congolaise que vous allez produire? Raison pour laquelle j'insiste, je dis que l'extérieur peut être une enveloppe, mais l'intérieur, chacun l'organise comme il l'entend, selon sa manière de vivre. Et alors, là, je dirais que, voilà, on est arrivé. Moi, je vis congolais, hein. Ouais. Je vis congolais et j'ai produit mes espaces congolais. Un exemple très simple. J'ai organisé ma maison pour que les chambres des enfants soient ailleurs, dans leur couloir, et moi, avec mon épouse, nous sommes aussi ailleurs. C'est une organisation à la congolaise où les parents ne vivent pas ensemble avec les enfants, mais on est dans une même maison. Pourtant, c'est une maison qui a un aspect assez moderne. Et sur une échelle de 1 à 10, nous pouvons dire que le projet 145 territoires est réussi en tant que professionnel. Je n'ai pas été dans ces projets-là comme inspecteur. Je n'ai pas été dans ces projets comme inspecteur. La réussite d'un projet dépend de beaucoup de facteurs. Vous avez les facteurs financiers, vous
vous avez les facteurs compétences. Donc, compétences, c'est les études et l'exécution. Et vous avez aussi les facteurs acceptation par la population et les objectifs. Alors, sur le plan financier, je crois que le projet a été financé. OK. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas inspecteur, je ne suis pas allé sur le terrain, mais je sais au moins que le projet a été financé. Comment est-ce que ça a été géré? Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais au moins, il aurait été souhaitable qu'il y ait des inspecteurs honnêtes qui rendent compte et qui fassent un bilan pour nous dire si ce projet a réussi ou pas. Je vous donne un exemple très simple, parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Je connais des architectes qui travaillent quelque part à Lubumbashi. Ils ont reçu des financements. Ils ont fait les devis. Ils arrivent là, c'est dans une zone minière, où tout le monde est dans les mines. Grande difficulté pour trouver un maçon ou bien un charpentier qui accepte de venir travailler au salaire qui lui est proposé. Il dit, je préfère aller travailler dans la mine. Mais le projet a été financé. Juste là, ça n'avance pas parce que ils sont dans une zone où l'argent est facile. Il suffit d'aller dans une mine pour vendre quelques grammes de cobalt, vous êtes bien. Mais en temps que vous ne trouvez pas. Alors en ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Le projet a été financé. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte pour juger d'un projet. Attendons, chaque projet a un timing, hein? Il y a un planning. À la fin de ce planning-là, on peut en ce moment faire un bilan et voir si ça a réussi ou pas. Il y a des coins où ça a réussi, où il n'y avait pas d'école. Maintenant, ils ont des écoles, et ainsi de suite. Je pense bien que vous avez un conseil à donner aux architectes congolais sur l'architecture participative. Alors, comment ils doivent se débrouiller pour la mettre sûrement en exergue? L'architecture doit être participative, mais ça dépend, Karine, de quelle architecture vous parlez. Ça dépend de quelle architecture vous parlez. Lorsque vous faites des bâtiments publics, par exemple un aéroport, les Européens, ils ont une bonne tradition. Le projet, on fait un projet comme ça, bon, il y a d'abord le concours, on expose les projets et la population vient émettre un avis. Moi, je me rappelle, il y a des gens qui se sont opposés à la construction d'un 3e aéroport en France. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'on ne veut plus des espaces bétonnés qui imperméabilisent le sol. Voyez. Mais je crois que si nous avions cette tradition-là, d'exposer le projet, et moi, je l'ai vécu, hein. Quand je construisais pour l'église de la Borne à la Gombe, le projet a été exposé et les membres de l'église ont émis un avis. C'est de la participation. La même chose, nous sommes sur le projet de la Borne à Lupin. Le pasteur a eu cette manière de travailler démocratique. Le projet a été exposé et j'ai été soumis à un examen pour répondre. Et les gens avaient un avis à émettre. C'est de la participation. Nous ne devons pas cacher les choses. Quand c'est un projet public, on l'expose et les gens critiquent. Ça doit commencer par ici, à l'école. Nous voyons des toilettes apparaître ici et là. Ça n'a jamais été exposé. On a demandé l'avis des personnes. Ce n'est pas de la participation. Parce que quand ça échoue, vous avez des problèmes. Donc, les architectes congolais doivent se considérer comme des démiurges. Ils doivent être à l'écoute du client. Qu'est-ce que le client veut? Quels sont les desiderata du client? Comment est-ce qu'il vit? Et moi, en tant que technicien, artiste, disons, architecte, je mets en musique ce que lui, il veut. C'est de la participation. Il ne faut pas dire non, écoutez, moi je suis architecte, mon avis prime. Non, c'est de la mauvaise architecture. C'est de la mauvaise architecture. Nous devons accepter d'être critiqués par les gens, par les passants, ainsi de suite. Parce que on parle de la dictature en architecture.
la dictature architecturale. Vous faites un vilain bâtiment, il va s'imposer aux gens toute la vie, et ça, c'est pas bon. Voilà, il va s'imposer aux gens, et ça, c'est pas bien. Donc, acceptons que nos bâtiments soient critiqués, et la bonne critique, c'est avant l'exécution. Cela suppose que on fait comme on fait dans d'autres pays, on expose les bâtiments à la mairie, et les gens viennent dire, bon voilà, ici, moi je crois que c'est ceci et c'est cela. Mais pour cela, il faudrait que les gens qui apprécient soient éduqués à la chose architecturale. Ça, c'est très important. C'est pas n'importe quelle dame qui viendra, bon voilà, moi je voulais qu'on mette cette fenêtre là-bas, sans comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Chers architectes, il faut accepter que vos bâtiments soient toutefois critiqués. C'est déjà une marche à suivre. Merci professeur de nous avoir encore réussi. Nous voici à la fin de notre émission. L'architecture participative, elle a été décortiquée en long et en large. On a introduit, nous avons développé et nous avons conclu. Chacun a eu sa part du gâteau. Alors, à la prochaine avec une nouvelle série d'émissions à 21h15 comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne Kara Architecte. C'est simple. Cliquez sur la cloche de notification en bas de votre écran. Ça ne coûte rien. Et aussi, vos commentaires sont les bienvenus. Merci.